Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez le podcast engagé qui rime avec générosité. Si vous voulez encore plus de contenu, venez découvrir ma newsletter Vitamine G. Au menu, des histoires de dons, des recommandations, des décryptages sur l'actualité philanthropique et parfois des contenus invités. Pour s'abonner, rendez-vous en description ou au www.philanthropio.com. Cette saison est sponsorisée par Altrui, une association 100% digitale qui a pour mission de promouvoir l'engagement associatif à travers le podcaston, un marathon caritatif qui dure une semaine et au cours duquel des centaines de podcasteurs se mettent au service d'une cause le temps d'un épisode spécial. La 3e édition aura lieu en mars 2025 et sera pour la première fois internationale. Je serai au rendez-vous et j'espère que vous aussi. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous le répétez? Philanthropique. Philanthropique. Je vous donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, je vous emmène en terre mécénale avec une jeune femme déterminée à démocratiser l'accès au mécénat des entreprises. Je me retrouve beaucoup en elle et dans son discours quand elle parle des clichés et des enjeux d'image qui entourent cette pratique. Il s'agit de Anastasia Andrieux, la fondatrice et CEO de Labelfi, une jeune start-up qui accompagne les décideurs dans la création et la gestion opérationnelle de fonds de dotation et de stratégies de mécénat. Sa conviction est double. 1. Le mécénat où un seul petit groupe de privilégiés détient le pouvoir n'a plus lieu d'être. Et 2. L'impact ne devrait pas être conditionné au chiffre d'affaires. Et oui, c'est pas la taille qui compte. On a parlé agilité, disruption, digitale, politique et futur. Bonne écoute! Bonjour Anastasia, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui parce que tu es un petit peu mon alter ego. Quand moi je cherche à dépoussiérer la philanthropie, toi tu combats l'idée d'un mécénat d'entreprise poussiéreux à la papa. Alors tu vas nous expliquer tout ça dans quelques instants, mais avant, place aux présentations. Tu as 31 ans, après avoir étudié les arts à Londres et l'immobilier d'entreprise à la Sorbonne, tu as travaillé au développement d'entreprises leaders dans la rénovation ou le design de projets immobiliers de luxe, comme Bouygues Construction et Atelier 27. Et par la suite, tu as intégré le groupe Verrekia, pionnier de la construction contemporaine en pierre de taille massive, d'abord à titre de directrice des actions artistiques et culturelles, puis comme directrice du fonds de dotation. Il y a 2 ans, tu as fondé Labelfi, qui accompagne les entreprises de toute taille dans la création de dispositifs de mécénat et la réalisation de projets d'intérêt général. Et ton parcours t'a valu tout récemment d'être élu parmi les 40 femmes Forbes 2024. On va parler de démocratisation de l'accès au mécénat d'entreprise, ton nouveau cheval de bataille. Première question, j'aimerais qu'on aborde ta transition de carrière en philanthropie. Alors, je sais pas si on doit parler de transition ou de continuité, c'est toi qui vas nous le dire. Donc, on l'a dit, tu as un parcours dans l'immobilier et l'art. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le mécénat? C'est une bonne question. C'est une question que je me suis beaucoup posée et résidant en France, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée parce qu'il y a quand même toujours cette idée de rails sur lesquels tu es engagé si tu suis un cursus ou une formation et il faut pas déroger un peu à ces rails-là. Bon, au fur et à mesure des années, j'ai quand même trouvé ma réponse. La première, je pense que c'est une question de timing. Quand j'ai rencontré Marc Verrekia et que j'ai pu intégrer la structure Verrekia, c'était en plein Covid. Et comme beaucoup de gens, je pense, pendant le Covid, il y a eu cette réalisation de l'envie d'un engagement plus profond, d'une quête de sens aussi qui est très très propre à notre génération, notre décennie, même notre temporalité de manière générale. Et cette rencontre a fait que j'ai pu prendre connaissance d'un projet engagé concrètement dans une entreprise avec un président de structure qui était lui-même engagé par une histoire personnelle, donc il avait l'envie de perpétuer l'art et les savoirs autour de la pierre de taille, qui est donc, comme tu le disais en intro, le sujet de prédilection de la structure.
Donc je pense que il y a une question de timing. Et puis finalement, moi je pense que j'utiliserais plutôt ton second terme qui est celui de la suite logique, parce que finalement quand tu fais un parcours dans l'art, comme j'ai commencé à le faire, il y a quand même toujours cette notion d'intérêt général, de bien commun, dans le sens où tu rassembles des communautés ou des écosystèmes d'artistes qui veulent rentrer dans une démarche d'exposition, de communication avec le grand public, et donc du coup cette frontière est toujours là. Et moi, très tôt, dans cette perspective artistique, ce qui me motivait le plus, c'était vraiment d'organiser des expositions. Et dans l'organisation d'expositions, t'as ce côté très, alors j'allais dire scrappy, mais ce côté très débrouillard, où il faut trouver des fonds, avoir une approche assez associative, trouver des partenaires, trouver des lieux. Et c'est une approche qu'en fait que je retrouve tous les jours dans mon action de terrain aujourd'hui, dans les actions de mécénat, parce qu'il faut penser créatif, il faut penser budget, il faut penser externalisation aussi d'un message. Et finalement, ce qui a été renforcé par le côté immobilier de mon parcours, c'était plutôt justement comment sortir l'art des murs. Et donc, du coup, j'y vois une claire corrélation avec ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire diffuser au plus grand nombre, s'intégrer dans des dynamiques et des politiques territoriales. Donc, moi, j'y vois une claire suite. Une claire suite logique. En même temps, la culture et le patrimoine représentent quand même un des domaines prioritaires du mécénat d'entreprise, en tout cas aujourd'hui en France, mais je pense que ça pourrait se vérifier dans bien d'autres pays. Donc ça fait quand même, effectivement, ça fait du sens. Et pourquoi tu as décidé d'entreprendre si tôt dans ton parcours de mécénat ? Je pense que ça a été une évidence, quelque chose qui s'est imposé de manière assez instinctive, dans le sens où très rapidement, après la richesse et la diversité un peu de compréhension des différents métiers que j'ai pu avoir en tant que directrice du fonds de dotation Verrecchia. Donc en fait, il faut savoir que dans mon parcours de directrice de fonds de dotation Verrecchia, il y a eu vraiment toute la chaîne chronologique, toute la chaîne temporelle en fait de création d'une entité philanthropique, à savoir vraiment le concept, le positionnement, la définition des messages, mais aussi et surtout la possibilité en fait de travailler avec tous les différents métiers de la philanthropie, donc le fiscaliste, le juriste, le communicant, les employés de la structure aussi, jamais oublié les employés de la structure fondatrice, et en fait d'aboutir finalement à un projet assez complet. J'y vois un clair parallèle déjà avec l'aventure entrepreneuriale, et donc il y avait eu la chance de parcourir en fait finalement toute cette chaîne de valeur là. Et on a eu à notre petite échelle un petit effet de buzz, parce que finalement on était un fonds de dotation relativement engagé auprès d'une PME, donc ce qui est pas non plus je dirais le commun. Généralement, on n'associe pas forcément les entités philanthropiques aux PME, donc ça c'est les autres sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Mais cette attention, en tout cas cette toute petite notoriété, a fait que d'autres acteurs, parce qu'on a choisi très rapidement d'établir une vraie stratégie de communication, notamment sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Et d'autres acteurs sont très naturellement revenus vers moi ou vers l'équipe en disant bon, je vois que vous avez fait ça, j'aimerais beaucoup m'investir là-dedans, mais je sais pas par où commencer. Et en fait, le début de l'aventure s'est un peu fixé à ce moment-là, avec du coup la compréhension de deux constats fondamentaux qui ont ensuite fondé la Belfi. Le premier, c'est que les dispositifs de mécénat en France restent très opaque, que la plupart des agents privés publics, d'ailleurs sans aucune distinction, n'y comprennent pas forcément bien les périmètres d'action et les possibilités. Donc il y avait une grande opacité et un manque de compréhension dans les outils. Et numéro 2, c'est qu'il y avait beaucoup de structures qui ne se sentaient pas légitimes à le faire. Donc, typiquement, ce qu'on entendait souvent, c'est « je ne suis pas assez riche, je ne suis pas une boîte du CAC 40, je ne me sens pas habilitée à faire du mécénat parce que pour moi, c'est un dispositif pour les riches, c'est l'apanage des grandes fortunes ». Et en fait, l'envie est venue vraiment de ces deux constats-là. Un, parce qu'il y a l'identification d'une vraie nécessité sur le premier point, donc de clarification un peu de quel dispositif, pourquoi, comment, quelles ressources. Et deux, parce que en fait, c'est vrai qu'il y avait aussi cette envie d'engagement plus profond de dire, mais en fait, je voudrais que l'impact ne soit plus conditionné au chiffre d'affaires. Je voudrais permettre à des artisans, des structures peut-être un peu plus modestes, de se rendre compte que à leur échelle, elles ont vraiment une possibilité d'agir, et de manière beaucoup plus authentique, je trouve, parce que c'est souvent par leur cœur d'action qu'elles agissent. Donc, un ébéniste va donner des chutes de bois. Là, en l'occurrence, sur le fonds de dotation Verrecchia, on avait aussi tout un plan de dons en nature où on donnait de la pierre pour faire des ateliers à destination des enfants. Je trouve que l'histoire et le narratif se créent de manière d'ailleurs beaucoup plus authentique et réaliste. Si tu devais résumer un peu ton why, ce serait quoi, le fameux why ? Alors, le why, finalement, il découle finalement de ces deux constats que je t'ai détaillés avant. Un, vraiment légitimer l'action et accessibiliser, démocratiser en fait la lecture de ces dispositifs de mécénat, accompagner les structures un peu plus modestes dans la création de leur structure ou de leur politique de mécénat.
Et puis, le troisième argument que effectivement je t'ai pas évoqué avant, ça part aussi du constat que fondamentalement les entités philanthropiques sont grevées par une grosse gestion opérationnelle, par des équipes qui sont souvent sous-staffées, en sous-effectif. Et donc, du coup, un des services qu'on a développé et un des why finalement qu'on a développé, c'est l'externalisation aussi de certains services opérationnels. Donc, on accompagne des structures qui sont surchargées de justificatifs administratifs, fiscaux ou juridiques, et on leur permet de se concentrer sur leur mission d'impact en traitant pour elles la partie contractuelle, la partie conseil d'administration, la partie organisationnelle, jusqu'à même parfois la partie réseaux sociaux, parce que et ça, je m'en suis rendu compte en étant moi-même directrice d'un fonds de dotation. Je pense qu'il y a une sous-évaluation, une sous-estimation des sujets en fait que doivent traiter une seule et même personne. Alors je sais pas si c'est parce que c'est de la philanthropie ou qu'on l'assimile à du bénévolat ou quelque chose d'un peu léger ou frivole, mais je trouve qu'on demande à une seule et même personne d'être prolifique en comptabilité, en gestion budgétaire, en gestion financière, en appel d'offres, en contractuel, en juridique, mais aussi en même temps avoir de la créativité sur l'impact, etc. Et moi je me rappelle qu'à l'époque, au début, je me suis sentie noyée en fait par toutes ces responsabilités-là, souvent avec des équipes qui sont quand même assez restreintes, parce qu'on se dit t'auras le support du comptable en interne ou du communicant en interne dont c'est pas le métier et qui ont déjà en fait leur propre carnet de choses à faire. Et donc du coup voilà, il y a aussi en fait un des why, c'est soulager aussi les équipes des entités philanthropiques, parce que je suis passée par là, je pense, parce qu'il y a quelque chose d'assez émotionnel et d'assez instinctif de dire je comprends. Oui, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de compétences assez transversales pour une seule et même personne, parce que souvent c'est une seule et même personne. Toi, quand tu travaillais pour le fonds de dotation, tu étais toute seule, tu n'avais pas d'équipe avec toi? J'avais une toute petite équipe, donc en fait aussi j'avais une responsable des actions culturelles à la fin qui d'ailleurs a pris mon poste une fois que je suis partie. Donc j'avais un peu recruté aussi dans la perspective de quitter mon poste et de pouvoir aussi former quelqu'un. Mais là aujourd'hui elle est accompagnée d'une alternante quoi. Donc voilà. Et j'ai remarqué souvent d'ailleurs c'est pas corrélé à la taille de l'entreprise fondatrice, c'est-à-dire que ça peut être aussi des structures qui font un chiffre d'affaires super, mais voilà, le fonds de dotation, la fondation d'entreprise est pilotée par une personne ressource et à chaque fois je trouve ça aberrant. Est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu ton slogan? La société change, le mécénat aussi. Est-ce que tu sous-entends par là qu'il existerait un mécénat un peu old school, voire vieillot, quoi? Ouais. Tout à fait, au risque de... Non, mais même pas au risque de vexer certains. Je pense que c'est simplement que c'est assez sociétal aussi l'approche qu'on octroie à l'impact et l'approche qu'on octroie aussi à cette notion d'engagement au sein des entreprises. C'était pas la même chose il y a 10-20 ans et c'est pas la même chose aujourd'hui dans le sens où il y a quelque chose de beaucoup plus démocratique, donc l'impact est partagé aussi par les employés de la structure. Je trouve qu'il y a quelque chose où en fait c'est plus la décision du dirigeant qui a une passion à décider de, je sais pas, d'investir dans le basket parce qu'il adore le basket. Je trouve que déjà il y a une prise de conscience assez générale que c'est l'entreprise qui agit pour le bien commun et donc du coup les notions ou les causes qui sont soutenues via la structure sont aussi beaucoup plus basées sur comment on peut agir en tant qu'organisme, en tant qu'écosystème, même quitte à parfois impliquer les collaborateurs grâce au mécénat de compétences. Je pense qu'il y a cette première chose-là. Et puis, il y a la seconde chose. Alors, on parlait beaucoup de niche fiscale pendant très longtemps. Alors oui, effectivement, il y a toujours les mêmes incitatifs. C'est toujours aussi, je veux dire, le crédit d'impôt et spécifiquement en France, c'est toujours l'un des plus en pointe dans le domaine et un des plus incitatifs. Pour autant, dans la plupart des clients que j'accompagne aujourd'hui, le crédit d'impôt ne vient que en troisième ou quatrième finalement des arguments de pourquoi on s'engage dans la philanthropie. S'il arrive comme argument, finalement parfois c'est juste ça les soutient en fait dans la démarche de s'impliquer dans une politique philanthropique, une politique mécénale, mais les arguments qu'on entend c'est plus j'ai envie d'influer sur la qualité de vie au travail de mes employés, j'ai envie de pouvoir m'impliquer sur le territoire parce que je comprends que si j'ai un effet positif sur le territoire, finalement ça va avoir aussi un effet positif sur la structure. Enfin, je trouve qu'il y a une prise de conscience sur le fait que l'impact n'est plus un peu une case fourre-tout dans laquelle on met non, c'est bon, je vais répondre à mon bilan RSE, mais que ça devient un levier stratégique aussi de développement des entreprises. Et nous, c'est quelque chose qu'on prône et c'est quelque chose qu'on dit très clairement dès le début.
aussi parce que finalement, si on prend pas en compte le fait que l'entreprise n'a pas été créée pour soutenir l'intérêt général, mais qu'au contraire, il faut être aussi dans une démarche de pédagogie et de leur expliquer comment finalement ces démarches peuvent être extrêmement bénéfiques aussi de manière économique et tangible sur leur développement. En fait, on parle aux États-Unis de venture philanthropie et je voudrais que ce soit quelque chose qui soit aussi démocratisé en France en disant faites du bien et vous allez voir, ça va vous faire du bien. Donc j'ai l'impression que ça a aussi un peu changé. Et en même temps, en t'écoutant, j'ai l'impression que ce que tu nous dis un petit peu en arrière-plan, c'est que cet exercice de monter une politique mécénale, elle s'inscrit dans une forme d'intelligence collective. En fait, ça n'est plus le fruit d'un ego ou d'intérêt particulier, quoi, du fondateur ou du dirigeant. Exactement. Alors moi, je parle effectivement de mon scope, qui est celui du scope de l'entreprise. Effectivement, après, je saurais pas t'éclairer plus sur les motivations des grands particuliers ou effectivement des grandes fortunes qui investissent ou qui en fait financent les politiques de mécénat. Mais en tout cas, de mon prisme, qui est celui de l'entreprise, les choses ne se prennent plus tout seul dans un coin. C'est extrêmement démocratique et je vois une grande diversité aussi d'acteurs qui s'impliquent dans le mécénat avec des personnes beaucoup plus jeunes, même si c'est pas une question d'âge. Je trouve que du coup il y a une prise de conscience aussi sur l'impact et les jeunes générations qui s'investissent sur la quête de sens, etc. Et donc du coup c'est vachement plus démocratique. On voit des comités de pilotage, des personnes ressources qui sont dédiées en interne pour mener les politiques de mécénat. C'est des choses qui sont portées sur toute une organisation. Et voilà, et plus, comme tu le disais, sur un dirigeant, un bout de table, une décision un peu prise dans un pince-fesse quelque part à Paris. Enfin, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose, c'est se démocratiser beaucoup et personnellement, c'est ce qui me pousse à me lever le matin et me dire, c'est trop chouette et on est au début ou en transition, en tout cas, vers quelque chose qui va être un mouvement incroyable de cet investissement social, cet investissement philanthropique et je suis profondément enthousiaste à l'idée des prochaines années, quoi. Avec La Belle Fille, ce qui vous intéresse, c'est pas de suivre les tendances du mécénat, mais de les créer. Concrètement, qu'est-ce que toi tu as envie de créer comme tendance ? Alors, il y a créer la tendance et il y a peut-être, je le caractériserais aussi par changer les mentalités, parce que créer la tendance, c'est quand même une grosse responsabilité. Je me sens pas complètement légitime à le porter comme ça, mais plutôt peut-être changer les mentalités sur, numéro 1, la typologie des acteurs qui s'investissent dedans. Donc, sortir du cliché du grand patron qui fait les choses tout seul dans son coin. Voilà, ça c'est une mentalité qu'on veut changer. Et on agit, par exemple, sur ce volet en mettant en valeur des portraits de jeunes personnes qui s'impliquent dans le mécénat, en diversifiant aussi les entreprises qu'on va aller solliciter. Donc, par exemple, je te parlais d'ébénistes tout à l'heure, mais par mon parcours, j'ai un écosystème aussi de métiers d'art, d'entreprises qui sont liées au bâtiment, qui sont liées un peu à ces métiers de la main. Qu'on n'associe pas forcément au mécénat parce que c'est des structures intermédiaires ou parce que c'est des structures manuelles. Et en fait, je les aiguille dans des politiques de mécénat en disant il y a autre chose que le mécénat financier, il y a le mécénat en nature qui est quand même un objet assez incroyable. Je te cite pour exemple une politique qu'on a pu mener avec un menuisier qui avait des quantités énormes de chutes de bois dans ses ateliers, qui savait pas quoi en faire et qui en fait lui de son prisme ne voyait pas le potentiel de réutilisation finalement de ces chutes de bois et on les a valorisées au titre du mécénat en nature en les donnant à une école d'art qui derrière a pu produire toute une série en fait d'objets et voilà, si je peux changer les mentalités là-dessus en disant il y a plusieurs manières de s'impliquer dans le mécénat et vous êtes légitime en tant que structure à le faire parce que vous avez quelque chose qui est propre à vous à amener finalement sur il y a toujours des publics en fait qui auront besoin de telle ou telle chose. La seule chose c'est que je me rends compte que souvent en fait on a tellement la tête dans le guidon qu'on voit pas la valeur ajoutée qu'on peut amener ou les richesses ou les ressources insoupçonnées qu'on peut avoir dans le sein d'une structure. Donc voilà, ça j'aimerais changer les mentalités sur la typologie d'acteurs qui s'investissent et puis plus globalement oui changer les mentalités sur le recours au mécénat parce que finalement quand je parle de mon métier la première chose qu'on me regarde alors pour les plus critiques et les plus rigolos, mais rigolos dans le mauvais sens du terme, c'est très bien, tu fais de la défiscalisation, t'accompagnes en fait des personnes à faire de l'évasion fiscale et je pense que ça passe par tout un changement d'image et un changement de paradigme. Mais arrêtons en fait, ça m'énerve. Pourquoi c'est forcément automatiquement la première chose à laquelle on pense? Je pense que c'est parce que on a un mécénat qui est victime de son image,
que les visions qu'on a en fait, ce sont celles qui sont, qu'on ne parle pas assez des petites politiques du mécénat, qu'on parle des grosses, et que du coup la communication se fait autour de grands projets, Notre-Dame, LVMH, etc. Et on aimerait changer les mentalités en communiquant et en faisant plus de projets qui ont trait à des petits patrimoines ou des petites entreprises ou même pas petites en fait, mais des entreprises qui sont pas dans le cliché du grand mécène, du grand méchant mécène. Il y a cette question d'image que renvoie le mécénat à l'externe, mais il y a aussi peut-être à l'interne cette idée qu'on est forcément obligé de passer par une entité juridique pour faire du mécénat, alors que c'est pas du tout le cas. Pas du tout, et tu fais très bien de le souligner, parce que c'est vrai que là de plus en plus, et c'est pour ça que quand tu as parlé en fait des services de notre structure en entrée, on fait la distinction entre la création de structures philanthropiques, mais aussi la rédaction et le pilotage de stratégies de mécénat, parce que en fait toute association ou tout fonds de dotation ou toute fédération d'entreprise peut recevoir un don d'une entreprise sans que ce soit forcément la fondation de l'entreprise qui l'apporte, quoi. Donc on peut aussi tout à fait trouver des stratagèmes agiles, des dispositifs qui s'impliquent dans un territoire sans qu'il y ait forcément la création d'une entité derrière qui freine et qui fait peur à beaucoup d'acteurs, ce que je peux comprendre. Il faut recruter, il faut monter, enfin voilà, c'est un truc à part entière. Ça ressemblerait à quoi un dispositif de mécénat disruptif ? Oui, il y a quelque chose que je vois beaucoup en ce moment. Alors bon, ça vient du fait que je pense que j'ai travaillé dans l'art pendant longtemps, mais je vois beaucoup en fait de centres d'art, de musées, d'institutions culturelles qui, alors, enfin, sans le faire exprès bien sûr, mais contribuent à cette image du mécène un peu institutionnel, parce que c'est pas leur job d'aller chercher du mécénat ailleurs, et donc du coup en fait chaque année on renouvelle le cercle des amis de telle institution, de musée XXX, et que du coup souvent ce sont des grands donateurs, c'est des gens qui se déplacent peu ou jamais aux événements, et puis bon, il y a ce truc un peu de on reste en cercle fermé parce que ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps, et puis c'est très bien. Donc je pense qu'un mécénat disruptif, ce serait aussi peut-être pouvoir ouvrir en fait les soutiens à une plus grande diversité d'acteurs, trouver des moyens agiles de contribuer, parce que quand on parlait tout à l'heure de la société change, le mécénat aussi, une de mes convictions, c'est que la société change en disant c'est plus assez en fait de placarder son logo sur une plaquette. Limite on se méfie en fait du panneau publicitaire. Par contre, ce qui va contribuer, c'est si vous êtes sur le terrain, si vous démontrez une vraie implication. Et je pense qu'en ça, peut-être amener une diversité d'acteurs qui peut peut-être faire bouger un peu les codes, peut donner du mécénat de compétences en animant des ateliers, en soutenant des jeunes entrepreneurs dans des zones sensibles. Pour moi, ça a plus d'impact aujourd'hui que de donner 50 000 € et de mettre un gros logo, quoi. Est-ce que tu as des exemples, soit à ton actif, soit que tu aurais observé en France ou à l'international, de mécénat disruptif Ouais. Il y a des choses qui m'inspirent pas mal. Alors, il y a quelques années, il y avait un projet qui s'appelait le Underground Museum, et c'était un musée transitoire en fait qui a été créé par une personne incroyable et qui en fait amenait le musée aux populations sensibles plutôt que le contraire. Et en fait, c'était un peu le début des tiers-lieux, et donc ces musées éphémères qui se montaient alors il me semble que c'était dans les banlieues ou en tout cas dans les alentours de Los Angeles ou de San Francisco, et sur des populations en fait qui étaient tout à fait éloignées de l'offre culturelle. Et je trouvais ça assez intéressant de se dire on vient à vous plutôt que vous venez à nous. Il y avait une question de finalement on s'engage dans la dynamique territoriale, c'est nous qui venons à vous, et nous devons prendre en compte votre manière de regarder les tableaux, votre manière d'accéder à ces dispositifs-là, et c'est ça que je trouve disruptif, c'est finalement le mécénat au service d'un territoire, le mécénat au service d'une population ou d'un public choisi. C'est pour ça que je trouve ça très important, la préparation d'une stratégie de mécénat, c'est définir quel est ton public cible, pourquoi tu le fais, et je trouve que ça découle de manière assez naturelle une fois qu'on a identifié les publics auprès desquels on a envie d'œuvrer. Il y a quelque chose d'assez instinctif qui se passe derrière, mais voilà, retourner un peu le paradigme de je suis un grand mécène et je donne aux petites associations, plutôt se dire en fait j'ai envie de faire de l'action de terrain avec les ressources que j'ai à disposition. Alors en France, il n'y a que 9% d'entreprises mécènes, autant dire que la marge de manœuvre est grande. Pourtant, depuis une dizaine d'années, on a vu fleurir notamment des pôles mécénat territoriaux à l'initiative du ministère de la Culture pour informer les entreprises sur toutes les formes de mécénat, tous les aspects du mécénat. Donc on voit bien que l'information circule. Les entreprises, elles, savent pertinemment que leur croissance dépend en bonne partie de leur engagement, redoutant le boycott des consommateurs, des talents ou encore des investisseurs. Alors comment tu expliques le fait qu'il n'y ait pas encore d'adoption massive du mécénat par les entreprises?
Je pense que c'est un manque de connaissances. Après, ce n'est que mon avis. En fait, on parle beaucoup de politique RSE. C'est même, je trouve que ça s'est même imposé en fait. La RSE, on parle de politique RSE, on parle de quotas à atteindre, d'objectifs à atteindre. Donc tout ça en fait est très encadré juridiquement, et donc il y a une communication qui se fait de manière assez prolifique sur ces sujets-là. Le mécénat, déjà, j'ai pas l'impression que les gens voient le mécénat comme comme un potentiel bras armé de la RSE. Et puis parce que le manque d'information, et je t'ai dit ce déficit d'image, freine énormément d'acteurs au recours finalement au mécénat. Et ça c'est une de mes missions d'entreprise, quoi. C'est une de mes missions de vie. En fait, montrer que finalement c'est pas si inatteignable, que tout le monde. Enfin bon, j'ai l'impression de me répéter, mais en fait je le ferai toujours parce que c'est ce qui me fait me lever le matin. Enfin voilà, de dire que finalement ces dispositifs rentrent d'une part dans une perspective d'impact et rentrent d'autre part aussi dans une perspective économique de soutien en fait finalement au développement. Et je trouve que le mécénat est une des meilleures réponses au remplissage, ou en tout cas à l'atteinte des politiques RSE qui se fixent au sein des entreprises. Ouais. En fait, il y a peut-être une confusion entre la RSE et le mécénat, ou alors peut-être un problème d'articulation entre les deux. Le mécénat, c'est juste le bras philanthropique de la politique RSE qui, elle, est liée plus aux activités core business, donc aux externalités positives d'un point de vue environnemental, notamment. En fait, c'est comme si le joint ne se faisait pas, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a aucune association des deux. Enfin, on se dit pas que l'un peut répondre en partie, parce que c'est vrai que le mécénat va pas couvrir l'intégralité de la politique RSE, notamment sur tout ce qui est égalité des chances, parité, etc. Enfin, il y a des choses qui sont internes à la structure sur lesquelles le mécénat ne peut pas forcément agir. Mais par contre, je trouve qu'il y a des politiques de mécénat qui s'intègrent très bien. Par exemple, la formation, former des jeunes du territoire à un métier, ça rentre tout à fait sous le joug du mécénat. Mener des politiques d'information, ou il y a des choses en fait qui se prêtent tout à fait à ça, mais on n'y pense pas parce que c'est comme si c'était deux sujets différents, et que le mécénat en plus a son image à part entière, quoi. La RSE est comme ce nouveau paradigme un peu engagé de l'entreprise versus le mécénat qui est une vision un peu archaïque du haut patronage. Enfin, il y a un truc hyper procédurier, hyper protocolaire dans le mécénat. Ça me fait penser un peu à cette distinction qu'on peut faire dans un autre registre entre les changements climatiques et la biodiversité, quoi. Alors que les deux sont intrinsèquement liés. On voit que c'est un vrai enjeu de démocratisation, en particulier auprès des PME et des entreprises de taille intermédiaire, puisqu'en valeur, la contribution des grandes entreprises représente près de 50% du mécénat. On parle d'un pool de moins de 300 entreprises, en gros, grandes entreprises. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour élargir le bassin des entreprises mécènes selon toi ? Par quoi devrait passer la démocratisation ? Bon, moi je pense que déjà il y a quand même un gros enjeu de communication, d'une part auprès des entreprises, mais aussi d'autre part auprès des salariés, des collaborateurs, pour une adoption un peu massive finalement des dispositifs. J'illustre un peu mon propos. Il y a des structures que j'admire beaucoup, comme Welcome to the Jungle, comme certaines entreprises qui ont fait, de l'éco-finance, ce genre de choses en fait, et qui permet l'appropriation de certains dispositifs qui ont l'air, par exemple Welcome to the Jungle sur les RH. Moi, c'est quelque chose sur lequel il y a 10 ans, quand je suis arrivée sur le marché du travail, ça ne nous appartenait pas en tant que corps salarial. On n'y était pas acclimaté. C'était l'apanage des RH. Et puis, c'était un sujet un peu, on le survolait. Et j'ai l'impression que du coup, dans l'accessibilité à l'information, l'adaptation aussi à des formats de consommation, de communication qui sont plus agiles, plus interactifs, plus adaptés finalement au public qui veut viser, c'est comme si d'un coup, il y avait une appropriation de ces sujets RH et que chacun se sentait concerné par son bien-être au travail, en légitimant aussi les émotions qu'il ou elle pouvait avoir en fait dans le corps salarial. Donc moi je pense que déjà il y a un gros enjeu de communication et d'accessibilité à l'information, informer, et de diversification un peu des contenus, quoi. Sortir un peu de ce côté fiche pratique du mécénat pour trouver quelque chose de comment vous pouvez vous impliquer dedans, quoi. Cet enjeu d'image, tu as décidé de l'adresser, toi, à travers une campagne. Tu travailles actuellement donc sur une campagne d'image avec l'illustratrice Constance Lagrange, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Oui. Mais alors encore une fois, comme la plupart des partenariats que j'ai tissés dans mon parcours, c'est Constance Lagrange, c'est une illustratrice, une caricaturiste que j'ai croisée sur les réseaux sociaux. Je suis tombée amoureuse de son ton sarcastique,
sa manière en fait de décrire des scènes du quotidien que je trouvais d'une pertinence et d'une acidité parfaite et je me suis dit justement en fait ce type de contenu qui est hyper accessible qu'on voit en fait sur les réseaux, pourquoi on pourrait pas les prendre et les appliquer à quelque chose de beaucoup plus institutionnel dans le monde du travail, parce que finalement c'est par là que ça va passer aussi pour que ce soit plus accessible. Et donc on a contacté Constance, j'ai aussi une super collaboratrice qui s'appelle Océane, que je voulais mentionner dans le podcast, qui s'occupe aussi de toutes les stratégies de communication, et mon stagiaire Aubin aussi, qui s'implique aussi beaucoup là-dedans, qui ont tous les deux moins de 30 ans, donc en plus il y a vraiment cette vision de comment consommer finalement aussi ces contenus-là, et il s'implique beaucoup dans cette stratégie de valorisation du mécénat. Donc d'une part avec Constance, on rédige un peu les scripts, elle fait des petites scénettes de caricatures qui permettent alors nous ce qu'on veut c'est détruire un peu cette image institutionnelle, cette image un peu lourde et vieillissante du mécénat. Donc elle fait souvent des critiques un peu de scènes clichés, mais par exemple Aubin et Océane ils pilotent en ce moment aussi, ils ont lancé un compte Instagram par exemple, et donc là ça va être raconter l'histoire du mécénat selon les différentes époques sur un modèle parlé, filmé en face caméra, comme on peut le voir sur des produits comme Combini ou Brut, et en fait qui permettent de diffuser l'information à large échelle sur des formats qui sont appréciés par la société dans laquelle on est en fait. Ok, donc cette campagne, elle prend la forme d'un compte Instagram à travers donc du snack content comme on l'appelle, donc des petites vidéos verticales, etc., des illustrations. Est-ce que ça va prendre d'autres formes, cette campagne de communication ? Oui, alors vous allez quand même pas mal nous retrouver sur LinkedIn, parce que du coup c'est nos 2 canaux de communication préférés. Et d'ailleurs en fait la plupart des personnes les traitent très différemment en se disant que LinkedIn est un réseau très professionnel, très pompeux. Nous on décide alors on n'a pas exactement les mêmes contenus, mais on fait pas non plus de grosses différenciations entre les contenus qu'on produit, en se disant que justement en fait enfin voilà, on veut pas opérer de différenciation forcément dessus. Donc vous allez retrouver les caricatures de Constance aussi sur ma page LinkedIn. Et puis après sur la diversification, on essaye au maximum d'une part d'intervenir dans les milieux universitaires. Donc on va par exemple, je prends la parole à l'ESSEC en octobre. J'ai pris la parole à la Sorbonne aussi, donc aller en fait au contact des décideurs de demain ou des salariés de demain et leur parler de ce que c'est que le mécénat, ou participer à des conférences, notamment We Are Déterminés qui va se passer en novembre, le 17 novembre à Paris, où là c'est des populations, des jeunes qui se lancent dans leurs activités, et ça va être des petits ateliers collaboratifs avec ces jeunes sur mieux comprendre une politique de mécénat, comment vous faire financer grâce au mécénat, enfin voilà, être dans une approche terrain et au plus près finalement des personnes qui sont concernées. On a parlé de démocratisation à travers la communication, l'éducation. Est-ce que la digitalisation fait partie aussi des axes stratégiques de démocratisation du mécénat ? Alors pour ceux qui ne me voient pas, je pense que c'est l'intégralité des personnes, j'acquiesce fortement avec les coups de tête. Je pense que oui, mais ça c'est encore une fois c'est une conviction personnelle, et c'est aussi une décision stratégique de la belle fille, de là où on veut emmener la structure. Je pense qu'effectivement, à un moment, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas être partout, tout le temps, malgré toutes les meilleures intentions du monde. Il y avait quelque chose sur lequel on voulait aussi agir, c'était cette décentralisation du mécénat, parce que on est intervenu sur des territoires comme la région PACA, par exemple, où il y a que 4% des fonds de dotation en France qui sont localisés là-bas. Et là, on s'est rendu compte qu'en plus, potentiellement, effectivement, que tout soit rassemblé vers Paris ou ses environs, ça devait pas forcément renforcer l'image très positive en fait du dispositif. Et puis que du coup le manque d'information il est quand même assez colossal sur d'autres régions, d'autres territoires en France, ne serait-ce qu'en France, mais là, après on parlera du monde. Donc ça c'était la première chose, donc la mauvaise répartition un peu de ces entités philanthropiques. Et le numéro 2, c'était de dire en fait si on veut agir sur l'accessibilité à ces dispositifs, il faut agir aussi sur les postes de dépenses qui sont associés finalement au pilotage du mécénat. Et ce qui peut freiner effectivement des petites entreprises ou des structures intermédiaires, c'est de dire en fait il va falloir que j'engage un plein temps, qu'il y ait une politique de communication qui soit faite spécifiquement sur ces actions-là. Je n'ai pas de budget, ce qui est tout à fait entendable. Et pour nous, une certaine digitalisation de ces services, avec les avancées technologiques qu'on connaît, ne devrait pas être si compliqué que ça. Donc, on est en train de lancer en ce moment, en tout cas, faire des recherches, des explorations sur la digitalisation et
le traitement un peu automatisé de certaines charges lourdes, notamment l'édition de contrats, l'édition de conventions, l'édition de reçus fiscaux, qui sont en fait toujours les mêmes documents, mais qu'on passe un temps fou en fait à remplir à chaque fois pour justifier de l'action mécénale. Donc voilà, on essaie de développer des outils tech qui permettent de fluidifier et finalement en fait en dernier lieu de contribuer à la qualité de vie au travail des personnes qui s'en occupent quotidiennement, qui se détournent de leur mission d'impact parce qu'il y a trop de justifs, quoi. Donc ouais, ça passe. On pense intimement, en tout cas en interne, que la démocratisation du mécénat se fera aussi grâce à ces biais-là. Et c'est ce qui a fait que depuis l'année dernière, on est installé à la station F, donc du coup un des plus gros incubateurs au monde et qui nous permet de pénétrer l'écosystème tech qui n'est pas du tout mon écosystème de base. Donc j'ai eu un petit temps d'acclimatation un peu à tout ça, mais voilà, on a des ressources. Station F, d'ailleurs, qui t'a invité dans son programme Ville de demain pour réfléchir au futur du mécénat. Alors, il ressemblera à quoi le mécénat en 2030 ? C'est demain, hein ? Oui, c'est demain. Il y a la vision, je vais te parler de la vision rêvée dans ce cas-là, parce que je saurais pas forcément te dire à quoi il va ressembler, mais par contre, moi, ce que j'envisionne et ce pourquoi je travaille, c'est une meilleure identification des potentiels partenariats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je remarque que d'une part, les associations réceptrices des dons, c'est très compliqué en fait pour une petite association qui n'est pas la Croix-Rouge, qui n'est pas les Restos du Cœur, en fait, d'identifier d'une part un grand mécène, ensuite de l'aborder, de le convaincre, et de la même manière, je trouve que c'est compliqué pour un petit mécène un petit mécène ou pas un grand mécène en tout cas, de se dire je vais aller chercher une association sur mon territoire. Et en fait, on commence par où ? On commence par quoi ? Je pense que une des premières choses sur lesquelles il faut agir, c'est l'identification aussi des porteurs de projets et des mécènes qui sont prêts à s'investir. Donc là, je pense que le biais digital, comme je t'en parlais tout à l'heure, peut être assez intéressant sur une notion un peu de matching. Tu vas voir que bientôt, on va lancer le Tinder du mécénat. Enfin, il y a un peu cette vision aussi d'optimiser finalement cette recherche de partenaires. Et puis, oui, quelque chose de beaucoup plus contemporain, quoi. Quelque chose de beaucoup plus moderne, partagé par des structures entières plutôt que des personnes individuelles. Quelque chose aussi de beaucoup plus business. Je trouve que c'est pas un gros mot de mettre une notion de business sur l'investissement qu'on fait au regard de quelque chose de l'impact. Donc une ligne à part entière sur un bilan d'entreprise qui dit très bien je vais investir tant et j'investis parce que derrière ça me permet d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée, ça me permet d'agir sur mon territoire et donc du coup de l'intégrer vraiment dans une vision d'économie de l'engagement, mais vraiment une économie de l'engagement, c'est-à-dire que l'entreprise sait qu'elle va en tirer des bénéfices et du coup sera beaucoup plus incentivée à pouvoir mettre des sous dans une politique particulière. En tout cas, c'est une belle vision. Moi, j'y adhère. J'espère qu'elle va se réaliser. On se donne rendez-vous dans 5 ans pour faire le point. À quel point elle sera politique, cette vision du mécénat en 2030 ? C'est une vraie question. C'est vrai qu'après, du coup, on a tous notre propre définition de ce que c'est que le politique, mais je trouve que c'est un acte politique déjà en soi pour une petite structure de s'investir là-dedans. Je trouve qu'on le reconnaît pas assez. C'est quand même un effort financier. Et il y a un espèce d'engagement politique sur qu'est-ce que je vais choisir comme structure. Est-ce que je vais permettre à mes salariés d'être vus en égaux justement sur la participation à ces notions d'intérêt général plutôt que quelque chose de très monarchique sur ce qu'on disait tout à l'heure, la prise de décision un peu unilatérale. Et puis je pense qu'il sera politique aussi si on arrive à optimiser cette notion d'identification, elle sera politique parce que d'une certaine manière, l'entreprise va s'associer aussi à l'espace public, va s'associer au pouvoir décideur aussi des territoires et va pouvoir entrer dans une dynamique très globale de partenariat entre le grand public, les institutions politiques ou les instances gouvernementales locales et l'entreprise, et rentrer dans un mouvement corrélé sur œuvrer sur le bien commun, là où j'ai l'impression, en tout cas spécifiquement en France, que le secteur privé et le secteur public n'a jamais vraiment réussi à trouver de chemin commun, ou en tout cas les intérêts sont toujours vus comme des intérêts différents, et voilà. Alors pour terminer, il y a une étude récente d'Adfinitas qui présente les 6 prédictions pour 2030 qui vont dominer dans l'écosystème de la générosité. Et parmi elles, il y a l'entreprise comme premier vecteur d'engagement et qui devrait représenter plus de 60% des dons d'ici 5 ans. Est-ce que tu penses que cette prédiction va se réaliser ? On le souhaite, évidemment. Mais est-ce que tu penses que ça tient la route ? Oui, je pense. Mais je pense même, en fait, je vais dire, sur un esprit tout à fait pragmatique, quand on voit les obligations et
les difficultés auxquelles sont liées l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire que l'entreprise, moi j'avais lu un truc très intéressant qui disait que finalement l'entreprise est devenue aujourd'hui l'espace de réalisation sociale de tout individu, parce que il y a un retrait ou un recul des institutions religieuses, il y a un retrait ou un recul des syndicats, et que du coup c'est l'entreprise où on s'épanouit aussi sur un espace personnel. Et c'est pour ça que les collaborateurs, je crois qu'il y a 97% des jeunes diplômés qui regardent l'engagement philanthropique d'une entreprise avant d'y postuler. C'est parce qu'en fait c'est devenu un motif de fierté professionnelle et personnelle, et que je pense que dans ce changement de paradigme de l'entreprise, très naturellement, finalement, les prises de position et les soutiens à des causes qui leur sont chères vont découler de manière très naturelle. Ils sont obligés de passer par là, ne serait-ce que pour une question de rétention des talents, d'attractivité, voilà. Et puis parce que je pense qu'en fait, en se démocratisant, en devenant aussi plus habituel, plus instinctif, et aussi cette jeune génération qui est en train de venir aussi sur des positions de prise de décision et d'instances gouvernantes au sein des entreprises, finalement, on est la génération de la quête de sens. Donc ça fait aussi sens finalement que à partir du moment où ils seront en mesure de décider et d'instaurer des politiques au sein des entreprises, ça se ressente, je pense, sur le pourcentage que tu as évoqué, 60%, ce serait magique. Bon, écoute, on va voir si la prophétie se réalise. Merci beaucoup, Anastasia, de nous avoir partagé ta vision d'un mécénat ragaillardi par l'innovation, l'agilité et l'intelligence collective. J'ai quelques personnes à te présenter. Je pense à une personne en particulier qui écoute ce podcast et qui sera, je pense, ravie d'échanger avec toi sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Mais merci, Charlène. Et puis, je te confirme qu'effectivement, on est de bons alter ego. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.